Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument du théâtre, une pièce à la fois étrange et profondément humaine, Le Roi se meurt d'Eugène Ionesco. Imaginez un peu le tableau. Un roi qui a tous les pouvoirs apprend qu'il va mourir. Et pire encore, le compte à rebours est déjà lancé. Alors, pour bien situer les choses, il faut savoir que cette pièce s'inscrit dans ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. C'est un courant qui est né juste après les grandes guerres mondiales, à un moment où beaucoup de gens se demandaient quel était le sens de la vie, dans un monde qui semblait justement ne plus en avoir. Et voilà, la pièce commence comme ça, sans détour. La phrase tombe dès les premières minutes. C'est brutal, c'est direct, et c'est le point de départ de toute l'histoire. Le roi Béranger Ier apprend qu'il lui reste à peu près 1 heure et demie à vivre. Pour analyser ça ensemble, voici notre plan de route. On va d'abord se demander pourquoi Ionesco a choisi un roi, ensuite on verra comment il réagit, comment son refus va de pair avec l'effondrement de son royaume, puis on décortiquera le conflit entre la raison et l'émotion avant de s'intéresser au rituel final. Allez, on commence tout de suite avec cette question, pourquoi un roi? Alors voilà la clé pour comprendre la pièce. En choisissant un roi, Ionesco ne nous parle pas vraiment d'un roi. Il nous parle de nous, de tout le monde. Il utilise ce qu'on appelle une allégorie. Une allégorie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une façon de raconter une histoire pour en dire une histoire plus grande, avec un message caché. Ici, le destin du roi Béranger, ce n'est pas juste son histoire à lui, c'est notre histoire à tous face à l'idée de notre propre fin. Et c'est là que le choix du roi est absolument génial. Le roi, c'est le symbole même du pouvoir. Il peut tout décider, tout commander, sauf ça. Sauf sa propre mort. Le message est donc limpide. Que l'on soit roi ou paysan, face à la fin, on est tous exactement au même niveau. Bon, on lui annonce cette terrible nouvelle. Comment est-ce qu'il réagit, notre roi? Eh bien, il ne va pas accepter ça tranquillement. Pas du tout. On va le suivre dans un véritable parcours psychologique. Sa toute première réaction, c'est le déni. Un déni total, presque arrogant. Pour lui, c'est juste impossible. Il est le roi. Il a toujours tout contrôlé, alors pourquoi pas ça? Dans sa tête, c'est lui qui décide. Enfin, c'est ce qu'il croit. Ce qui est fascinant, c'est de voir toutes les étapes par lesquelles il passe. Ça commence par le déni, comme on vient de le voir. Puis, quand il réalise que ça ne marche pas, il bascule dans la panique, il supplie. Ensuite vient la peur, la vraie, quand il sent son corps qui commence à lâcher. Et seulement à la toute fin, il sera guidé, presque de force, vers l'acceptation. Et là, Ionesco a une idée de mise en scène absolument incroyable. Pour nous montrer le chaos qui grandit à l'intérieur du roi, il fait en sorte que le monde extérieur, son royaume, s'effondre littéralement en même temps que lui. Et c'est là que ça devient complètement fou. Des fissures apparaissent sur les murs du palais. Le chauffage tombe en panne en plein milieu de la pièce. Le roi ordonne au soleil de se lever. Et le soleil n'obéit plus. Les frontières de son royaume reculent à vue d'œil. C'est le chaos total, un reflet parfait de sa propre déchéance. Et c'est là qu'on comprend tout. Le royaume, en fait, c'est le roi. C'est une métaphore de son propre corps, de son esprit qui se délite. Ionesco nous dit quelque chose de très profond. Quand une personne meurt, ce n'est pas juste une vie qui s'éteint, c'est un univers tout entier qui disparaît. Tout ce combat qui se passe dans la tête du roi, Ionesco va le rendre visible sur scène. Comment? Grâce à deux personnages absolument centraux, ces deux femmes, les reines Marguerite et Marie. C'est un véritable duel. D'un côté, on a Marguerite, sa première femme. Elle, c'est la raison. Elle est dure, elle est froide. Et son but, c'est de forcer le roi à regarder la vérité en face. Et de l'autre côté, on a Marie, sa seconde femme. Elle, c'est l'émotion, le cœur. Elle essaye de le réconforter, de le faire s'accrocher à la vie. Ces deux reines sont en fait les deux voix qui se battent à l'intérieur du roi. On arrive maintenant au grand final de la pièce. Et ce n'est pas juste une mort, c'est une longue et incroyable cérémonie. Un rituel presque hypnotique, conçu pour aider le roi à lâcher prise. Et qui est-ce qui dirige cette cérémonie? C'est Marguerite, la raison bien sûr. Pas à pas, elle va le guider. Elle lui demande de renoncer à son pouvoir, puis d'oublier ses souvenirs, de se détacher de tout ce qu'il a aimé. C'est comme si elle le vidait de sa vie pour le préparer au grand saut. Au milieu de tout ça, il y a cette phrase qui revient comme un leitmotiv. L'annonce est super précise. Dans 1 heure et demie. Mais c'est une précision absurde, non? Face à l'éternité, 1 heure et demie, ça ne veut plus rien dire. Et puis, il y a ce à la fin du spectacle. C'est un clin d'œil génial. Ionesco nous rappelle que la mort du roi va coïncider pile avec la fin de la pièce qu'on est en train de regarder. Pour conclure, on réalise que le roi Béranger Ier, ce n'est pas juste un personnage, c'est un miroir. Son parcours, du refus jusqu'à l'acceptation, nous force à nous poser la question, peut-être la seule qui vaille, et nous, face à notre propre finitude.
Et je voudrais vous laisser avec cette question que la pièce ne cesse de nous poser. Qu'est-ce qui est mieux? Être lucide comme la reine Marguerite, affronter la vérité en face, même si ça fait mal, ou est-ce qu'il vaut mieux s'accrocher à la douceur des illusions, comme le propose la reine Marie? Ionesco ne donne pas la réponse. Et c'est peut-être ça la plus grande force de cette pièce.